Donc, bonjour tout le monde, comme Stéphane vient de mentionner, aujourd'hui je vais vous parler des fonctions multiplicatives, puis je vais répondre aux grandes questions que vous avez sur les fonctions multiplicatives déjà, dont c'est quoi, ça vit quoi, ça fait quoi, puis ça crible quoi. La dernière question, c'est possible que je ne me rende pas au crible parce que je me suis pratiqué hier, puis je me suis rendu compte que genre j'ai beaucoup de contenu, puis que si je me rends jusqu'au crible, c'est que j'ai parlé vraiment vite, puis que c'est pas exceptionnel, ok? Donc, vraiment, c'est quoi les fonctions multiplicatives? Ben, je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, on a la fonction f de n égale à n au carré. OK? Après ça, on va avoir f de n égale à 1. On va, là, ça c'est des fonctions un peu comme, pas très intéressantes, mais on peut regarder des fonctions qui font plus une vibe théorie des nombres. La fonction phi de Euler, ou totient si vous êtes fancy. Donc, totient de n, c'est égal à la cardinalité de l'ensemble de toutes les x plus petits ou égal à n, tel que, le n et x sont copremiers. Okay? Ça, la notation qui a l'air d'une paire, c'est pas une paire, en théorie des nombres, on utilise ça pour dire le PGCD de deux nombres. Okay? On a le PGCD qui est comme ça, le PPCM qui est comme ça, parce que c'est comme ça la vie. Okay? Donc, on a cette fonction-là. Cette fonction-là, pour les algébristes en vous, c'est aussi équivalent à dire l'ordre du groupe. Oh. Oui! C'est équivalent à demander l'ordre du groupe multiplicatif de z sur nz. Donc, le groupe multiplicatif, qu'on prend les éléments inversibles, puis on prend l'ordre, ça revient à la même chose. Sinon, si on continue, on a aussi la fonction taux de n. C'est pas mon plus beau taux que j'ai fait de ma vie, c'est pas grave. Taux de n qui va être égal au nombre de diviseurs. C'est pas mon plus beau diviseur de n. Okay? Puis, finalement, on a aussi la fonction sigma. OK, que L, c'est égal à la somme des diviseurs, donc D divise N de D. OK? Donc, la somme de tous les diviseurs d'un nombre. Real quick, si on peut faire des petits exemples. OK, ici, mettons, phi de 5. Ben, les nombres qui sont copremiers à 5, qui sont en dessous de 5, ben, 1, 2, 3, 4, sont tous copremiers. Fait qu'on va avoir phi de 5 égale 4. Ou mettons phi de 6, mais 1 est copremier, pas 2, pas 3, pas 4, puis 5. Fait qu'on va avoir phi de 6 égale à 2. OK? Puis pour les autres, je pense que c'est quand même assez intuitif. OK? Puis là, toutes ces belles fonctions-là, ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils sont multiplicatives. Ça veut dire qu'on a la propriété, qui est pas nécessairement claire que c'est vrai, mais on a la propriété f de a fois b est égal à f de a fois f de b. Si, avec une petite étoile, là, comme les conditions s'appliquent, si a et b sont copremiers. OK? S'ils sont copremiers, ça va bien marcher. On peut vérifier pour chacune des fonctions. Ça, c'est quand même assez clair. Si on a f de a fois b, ça donne genre a au carré, b au carré. Puis ça, c'est égal à f de a fois f de b. C'est quand même assez clair. Ceux-là, elles se convainc tout seul, là, genre c'est une constante. Les trois prochaines, ça va demander un peu plus d'efforts pour essayer de les montrer. Pour phi de n, comment on fait pour le prouver, c'est qu'on a notre théorème des restes chinois qui nous dit qu'il existe une bijection entre de z sur AB z vers z sur AZ croix z sur BZ. OK, on a ça. Puis même plus fort que ça, dans ce groupe-là, les éléments inversibles sous la multiplication sont aussi en bijection. Fait que ton reste chinois, il fonctionne aussi sur le groupe multiplicatif. Donc, tu peux faire comme ça. Comme ça. Là, moi, je veux l'ordre de ces groupes-là. Fait que je fais ordre, 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 ordre. OK? Et donc, c'est multiplicatif. OK? Parce que ça, c'est phi de AB. Ça, c'est phi de A. Ça, c'est phi de B.
Et donc, gagner, c'est multiplicatif. Donc, c'est fait. Ensuite, la fonction, le nombre de diviseurs d'un certain nombre. Celle-là non plus, c'est pas tant évident qu'elle est multiplicative, mais on peut essayer de montrer ce qu'on est capable de montrer. On va effacer ça une seconde. Donc, taux de A fois B, ça va être égal à la somme des D divisé AB de D. OK? Maintenant, juste être sûr que tout va bien. Oui. La raison pourquoi ça c'est multiplicatif, c'est qu'on a un petit théorème / lemme en théorie des nombres qui nous dit si D divise le produit de A fois B et que A fois B sont copremiers, ben il y a une partie de D qui va diviser A, puis il y a une partie de D qui va diviser B. Puis comme ces parties-là sont disjointes, ils n'ont aucun facteur commun parce qu'ils sont copremiers. En d'autres mots, on va avoir quelque chose comme D est égal à M fois L avec M divise A, L divise B, puis on va avoir que M et L sont copremiers. OK? Ça, c'est quand même pas si pire. C'est juste littéralement dire il y a un bout qui divise A, il y a un bout qui divise B. Fait que si on refait ça ici, ben, on va avoir. Tu veux tout haut, là? Quoi? La notation. Oui. En bas à gauche, est-ce que c'est consistant? Entre. Ah, excuse. Merci. Très fort. En même temps, si je fais des erreurs au tableau, vous avez des questions, j'écris pas clair, je me suis devant ce que j'ai écrit ou quelque chose du genre, comme, faites comme ça, dites-le moi, puis ça aide. Moi, mon but, c'est qu'on se comprenne. Fait que oui, donc là, on compte le nombre de diviseurs, excusez. Fait que là, on va avoir quelque chose comme la somme des ML divise AB de 1. Mais ça, c'est équivalent à, c'est équivalent à dire la somme des M divise A fois la somme des L divise B de 1. Puis là, comme en théorie des nombres, ce que tu fais comme 90% de ta vie, c'est que tu prends des sommes, tu commences à les swapper un peu partout. C'est ça le trick. Puis c'est exactement ça qui va se passer ici. Puis comme vous allez avoir une coupe de swap de sommation, fait que là, ça va être la somme des M divise A de 1 fois la somme des L divise B de 1. Puis ça, c'est égal à taux de A, taux de B. OK? Donc, on est parti de là, on est arrivé là, donc c'est bien une fonction qui est multiplicative. OK? La dernière, je vais pas la montrer parce que la preuve est vraiment analogue à celle-là, mais je peux vous donner 2-3 trivia facts sur la fonction sigma. Premier trivia fact, c'est qu'un nombre est parfait si... On dit qu'un nombre est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs. Par exemple, 1 est parfait parce que 1 est égal à 1. Mais 6 aussi est parfait parce que 6 est égal à la somme de ses diviseurs parce que 6 est égal à 1 plus 2 plus 3. Okay? Fait qu'on dit que ce nombre-là est parfait. Puis, on pense qu'on a déjà des théorèmes qui caractérisent tous les nombres parfaits, mais on n'est pas sûr, c'est une conjecture, parce que on a caractérisé tous les nombres parfaits qui sont pairs, puis on ne sait pas s'il en existe des impairs. Puis deuxième trivia fact, ça vient de Manuel de Granville qui citait Saint Augustin et qui disait Dieu a créé 6 n'est pas parfait parce que Dieu a créé le monde en 6 jours. Plutôt l'inverse est vrai. Dieu a créé le monde en 6 jours parce que 6 est parfait. Je trouvais ça malin, fait que voilà. Fait que voici tout ce que j'allais dire sur aujourd'hui pour la fonction sigma de. Okay? Donc maintenant on a un peu plus une vibe de c'est quoi des fonctions multiplicatives. Fait qu'on on a réglé le c'est quoi. On peut aller dans les petites propriétés des fonctions multiplicatives qui sont quand même cool. OK? Donc si on prend un nombre n, puis qu'on fait f de n, et f est une fonction multiplicative, ben par le théorème fondamental, tu peux décomposer ton nombre en nombre premier. Fait que tu peux dire que ton nombre n, c'est un produit p de p à la p. OK? Parce que c'est comme ça que ça marche la vie. Et on remarque que chaque nombre premier sont copremiers, parce qu'ils sont premiers. Et donc, on va avoir quelque chose du style le produit. Donc, on peut séparer la fonction multiplicative sur chacun des nombres premiers. Et on va avoir ça ici. OK?
Donc déjà, ça a une petite cool vibe théorie des nombres qu'on peut juste comme niaiser avec nos décompositions en nombres premiers. Une implication de ça aussi, c'est que si tu veux définir une fonction multiplicative, tu as juste besoin de regarder qu'est-ce qu'elle vit sur les puissances des nombres premiers, puis comme le reste s'induit tout seul. Fait que c'est quand même cool. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a cette première propriété-là. Puis là, on peut commencer à voir qu'est-ce qu'on peut vivre avec ces affaires-là. Et c'est là que Euler, je ça. C'est jamais pertinent de tasser les tableaux parce que la gestion va toujours mal, mais c'est pas grave. OK. Donc, Euler, il nous est arrivé, puis il a remarqué un truc qui était vraiment, vraiment cool. OK? Euler est arrivé, puis il a fait, OK, si on prend la somme de n éléments des naturels, OK, je sais que ça diverge, je sais qu'il y a des mimes de 1 moins 1/12, d'affaires comme ça. Je vais me foutre de ma convergence ici. En théorie des nombres, ce qu'il dit, c'est qu'on va travailler dans l'anneau des séries formelles. C'est une façon vraiment, vraiment cute de dire que comme on prend la convergence, on la met sur le tapis puis on n'en parle plus. Actually, il y a plus de trucs que ça, mais comme on l'utilise comme ça. En fait, moi, j'utilise comme ça. OK? Fait que là, on veut regarder cette somme-là. Puis on se dit, puis là c'est Euler qui est arrivé, qui a fait genre, hey, j'ai remarqué un petit détail qui est un peu rapport. Si je prends P et Q, deux nombres premiers, puis que je prends le polynôme 1 plus P carré, mettre un peu de place, puis je fais fois le polynôme 1 plus Q carré. OK? Ben ça, quand on fait ce produit-là, ça nous donne 1 plus P plus Q plus PQ plus P carré Q plus P carré, Q carré, OK? Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'on réalise que ça a généré exactement tous les nombres qui peuvent s'écrire comme étant un produit de P et Q avec une puissance au maximum 2. OK? Puis ça fait la somme de tous ces nombres-là. OK? Donc, comme si je cherche, mettons, P à la 2Q, ben, je peux juste dire, ben, quand j'arrive à ce terme-là, je le multiplie avec lui. Tu as comme un genre de, tu choisis ce que tu veux pour chaque premier. Puis là, tu dis, ben, pourquoi je m'arrêterais là? Je peux continuer. Je peux dire, ben, je continue, je mets P à la 3 plus point, point, point. Là, je mets plus point, point, point. Et là, on a généré une somme qui fait le produit, on fait la somme sur tous les nombres qui peuvent s'écrire comme un produit de P et de Q. OK? Et encore là, on se dit, mais pourquoi s'arrêter là? Fait que là, Euler, il continue parce que Euler, c'est un madman. Il met 1 plus, mettons, O, un nombre premier parce que j'ai plus d'idées de lettres, plus O carré, plus point, point, point. Et là, on vient de générer tous les nombres qui peuvent s'écrire comme un produit de O, P et Q. OK? Et là, on peut continuer puis mettre, on dit, mais what if je recommence une infinité de fois, puis là, j'ai tous mes nombres premiers. Ben, si j'ai tous mes nombres premiers, ben, je peux écrire tous les nombres qui peuvent s'écrire sur un produit de nombres premiers. Mais ça, c'est exactement tous les nombres. OK? Et donc, on a l'idée qui est la suivante, c'est que Euler est arrivé, il a fait, ah, ben, ça devrait être égal à le produit de tous les nombres premiers de 1 plus P carré. Je l'ai effacé parce que je me rentre dedans. J'aurais peut-être pas dû effacer, mais c'est pas grave. Plus point. OK? Quand même cool comme idée. OK, les deux convergent pas. Comme j'ai dit, c'est toujours pas un problème. On laisse ça sous le tapis pour l'instant. OK? Mais ce qui est vraiment cool, son argumentaire à Euler, c'est qu'on remarque que tout l'argumentaire fonctionne si j'avais pris pas n, mais f de n, où est-ce que f est une fonction multiplicative, puis que je mets ça ici. Je mets f de p, f de... Bon, c'est un peu le cluster, mais c'est pas grave. OK? Parce que à chaque fois que je fais mon produit, tout ce que je multiplie ensemble, c'est des nombres premiers distincts, et donc ils étaient copremiers, et donc la fonction allait bien splitter selon ma fonction multiplicative. OK? Et donc là, on a une façon vraiment élégante, avec les fonctions multiplicatives, de passer d'une somme infinie à un produit infini. Ce qui est quand même dingue. Si on fait un petit exemple, par exemple avec la fonction phi, qui est vraiment comme prototypaire, je sais plus, de ça. Okay, donc la fonction phi telle que j'ai définie, donc tantôt, sur les nombres premiers. Encore là, ça diverge, mais comme c'est un détail. Fait que là, ça va donner le produit de P de 1 plus
phi de P plus phi de P carré plus OK? Mais phi de P carré, les affaires comme ça, on est quand même capable de les évaluer parce que c'est quand même pas trop difficile. Combien on a de nombres premiers qui sont copremiers à un nombre premier? Bien, tous les nombres en dessous sont copremiers parce qu'il est premier. Fait qu'on peut l'écrire comme ça. Donc on réécrit 1. Puis là, le nombre de nombres qui sont copremiers à lui, c'est P-1. Là, on peut dire, mais combien il y a de nombres qui sont copremiers à P carré en dessous de P carré? Ben, c'est tous les trucs qui sont pas un multiple de P. Puis combien il y a de multiples de P? Il y en a P. Et donc, on va avoir quelque chose du style P carré moins P. Et on va continuer comme ça. Et là, on peut trouver des affaires cool, ça fait des séries géométriques, on peut essayer de replacer des affaires, puis on tombe sur des affaires quand même gentilles. OK? Donc ça, c'est quand même agréable. Donc c'est ça, on a les produits de Euler qui fait ça. Une autre fonction vraiment importante à faire avec le produit de Euler, c'est la fameuse fonction zeta de Riemann, qui est comme le plus grand classique OG des mathématiques de théorie des nombres. Okay? Donc la fonction zeta de Riemann, elle est définie comme zeta, c'est le plus beau zeta que vous allez me voir faire aujourd'hui de loin. OK? On voit ici zeta de S. Déjà, c'est pas incroyable, mais c'est pas grave. OK? Donc, n éléments des naturels de 1 sur n à la s. OK? Mais on se rend compte que, hey, n à la s, c'est une fonction, 1 sur n à la s, c'est une fonction multiplicative. Et donc, je peux en faire un produit de Euler et tout va bien. Donc, si on fait ça, ben, on va tomber sur le produit infini des nombres premiers de 1 plus 1 sur P à la S plus 1 sur P à la 2S plus comme ça. OK? Puis ça, c'est évidemment une série géométrique de rayons P à la S. OK? Fait que là, on peut l'écrire comme ça. De la somme des 1 sur P à la S à la I égale à 0 jusqu'à infini. OK? Puis ça, on peut résoudre. Ça nous donne le produit P de 1 sur 1 moins 1 sur P à la S, ou comme le monde en théorie des nombres l'écrivent, 1 moins 1 sur P à la S, moins 1. Parce que c'est plus cute à écrire comme ça. Et là, juste avec cette idée-là, on arrive avec un lien vraiment profond et qui a beaucoup d'implications entre la fonction zeta, qui a l'air d'avoir aucun lien avec la théorie des nombres de premier d'abord, mais comme si vous faites des maths, vous savez qu'il y a des liens, puis comme vers le produit infini de nombres premiers. Fait que c'est cool, on a comme merge deux branches importantes, puis on fait donc damn. Fait que là, on passe de somme au produit. Fait que là, on a un deuxième outil qui est vraiment sympathique à faire avec les fonctions multiplicatives. Est-ce que là, ça va? Tout le monde? Il n'y a pas de questions? Good. OK? Et là, comme on a déjà comme Riemann qui est rentré dans la partie, on a Euler qui est rentré dans la partie. Le prochain gros nom des mathématiques qui rentre dans notre partie ici, c'est Dirichlet. Okay? Dirichlet, il arrive, il voit les fonctions multiplicatives, puis il est comme « je vais pop quelque chose, ça va être quand même cool ». Et si vous avez fait l'analyse 2, vous avez vu que comme Dirichlet, il arrive, puis il met des convolutions, puis t'es comme « qu'est-ce qui se passe? » Puis il y a des fonctions qui vont par là, par là. Ben, il est arrivé en théorie des nombres, il a vu les fonctions multiplicatives, puis il a fait exactement la même chose. Okay? Donc, le prochain outil qu'on va voir sur les fonctions multiplicatives, c'est la convolution sur les fonctions multiplicatives. OK? Si on prend deux fonctions multiplicatives f et g, on va définir leur convolution comme étant f convolué avec g. OK? Ça, c'est une fonction de n qui est définie comme étant la somme sur tous les diviseurs de n de f de d g de n sur d. OK? Et donc, on a la même vibe que la convolution usuelle qu'on a vue en analyse, parce que comme il y a un truc qui s'en va par là en grandissant, puis l'autre, il fait comme ça. Puis, OK? Donc, tu as la convolution qui se passe. Une façon peut-être un peu plus élégante de l'écrire, c'est la somme de tous les AB qui vont être égales à n
de f de A G de B. C'est juste un changement de variable avec B est égal à N sur D. OK? Fait qu'on a ça. Tu es comme, OK, cool. Mais là, on est comme, OK, pourquoi on a défini cette opération-là qui a l'air vraiment arbitraire puis un peu whack? Avec cette opération-là, on réalise un truc, c'est qu'il y a un nerd sur l'opération. OK? On a la fonction delta, OK? Qui est une fonction multiplicative, delta de n, qui est égale à 1 si n égale à 1, 0 sinon. OK? Cette fonction-là, comme c'est la fonction indicatrice du nombre 1. C'est une fonction multiplicative parce que si tu as f de a fois b, ben comme si les deux sont pas 1, ben ça va juste donner 0. S'il y en a un qui est comme, tu peux niaiser, tu vas te rendre compte que c'est multiplicatif. Je peux vous en laisser vous en convaincre. OK? Fait que si on prend cette fonction-là et qu'on la convolue avec une autre fonction, ben on va réaliser que si je la convolue, je vais avoir d, d divise, je vais mettre avant que AB parce que c'est plus cute. AB égale à n de une fonction f que je convolue de A fois delta de B. OK? Puis, l'intérieur de la somme vaut 0 à moins que B vaille 1. Puis si B vaut 1, ben A vaut n. Et donc ça, c'est juste égal à f de n. OK? Fait que la convolution entre delta et f de n, c'est égal à f de n. Fait qu'on a un neutre sur l'opération de la convolution. OK? Si vous avez déjà fait des cours d'algèbre, quand on commence à vous parler de neutre et d'affaires comme ça, il y a quelque chose qui s'excite en vous, c'est comme, my God, what if il y avait plus d'affaires que je peux faire avec cette opération-là? Parce que comme, tu peux commencer à t'amuser, tu te rends compte que elle est associative, t'es comme, on s'approche d'un groupe tranquillement pas vite. Il existe un inverse, c'est comme, oh my God, quoi? Puis, ben, l'inverse est vraiment moche, je vais pas vous l'écrire parce que comme, il est défini récursivement, c'est juste puis comme, la définition de l'inverse est tellement laide que comme, on le prend plus comme une preuve d'existence qu'une preuve constructive, tellement c'est comme désagréable à travailler avec. OK? Et la dernière chose qui nous manque pour que ce soit un groupe, c'est que ça doit fermer sur la convolution. Puis ça, on peut le montrer. OK? Fait que si on est capable de montrer que la convolution de deux fonctions multiplicatives donne une fonction multiplicative, on a un groupe puis on est vraiment content. OK? OK. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire f convolué avec g de n, de a fois, j'ai déjà utilisé AB, j'ai essayé de trouver des notations plus agréables. Qu'est-ce que j'avais mis comme note là-dedans? XY. OK. Fait que si on prend XY, va être égal à la somme des AB est égal à XY de F de A G de B. Par définition de c'est quoi une convolution de deux fonctions multiplicatives. Mais là, X et Y sont les deux copremiers, fait qu'on peut faire exactement le même petit truc que je vous ai montré tantôt, de splitter la partie de A qui divise X et la partie de A qui divise Y, et splitter la partie de B qui divise X et la partie de B qui divise Y. Okay, fait que là, on doit popper au moins 4 nouvelles variables, fait que là, comme mon inspiration du moment est pas exceptionnelle, mais on va dire que A va être égal à M fois L, puis on va voir que B va être égal à alpha bêta, parce que je suis rendu dans mon alphabet grec. Puis on va avoir des trucs comme M divise X, L, j'écris tout trop petit, okay. L divise Y. Même chose ici, on va avoir alpha divise X, bêta divise Y. Puis vu que c'est copremier, les facteurs, ils ont rien qui s'engeance exactement comme tout à l'heure. Fait qu'on va avoir quelque chose comme M et X. M et L sont copremiers, puis alpha, bêta sont copremiers,
Et finalement, pour que cette équation-là tienne, il va falloir qu'on rajoute une autre petite affaire ici. On va la mettre là. Je vais même changer de couleur parce que je suis rendu là dans ma vie. OK. On va rajouter l'équation que M fois alpha, ça doit être égal à X, puis L fois bêta, ça doit être Y. Ça, c'est juste pour maintenir ça. Right? OK. Là, on a ça. Fait que cette somme-là, elle est équivalente à la somme avec 4 nouvelles variables de plus qui fait juste rendre les choses un peu plus moches, de faire la somme des ML alpha bêta égale à XY de F de ML G de alpha bêta. N'est-ce pas? C'est juste du changement de variable. Mais là, comme j'ai dit ici, ça puis ça sont copremiers, fait qu'on peut casser les sommes, casser les produits. Fait que c'est égal au produit de la même affaire, ça ne tente pas de le réécrire, F de M, F de L, G de alpha, G de bêta. OK? Et là, on a quasiment fini. On va refaire la même affaire que j'ai fait tantôt sur swap les sommes, parce que c'est tout ce qu'on fait en théorie des nombres. C'est exactement ça qu'on va faire. Fait que là, on swap les sommes. Là, on se rend compte que j'ai réécrit mes indices parce que c'est peut-être plus pertinent. L, X, ML, c'est quoi? C'est... non, c'est M alpha égale à X, puis L bêta égale à Y. Et là, on split la somme là-dessus. Ça nous donne M alpha égale à X de F de M G de alpha fois la somme de L bêta égale à Y de F de L G de bêta. OK? Ou en d'autres mots, on a réussi à prouver la fermeture parce que ça, c'est F, sharper bas là. Je vais me remettre là-bas. Ouais, je vais juste finir ici pour qu'on aille. Ça, c'est égal à F convolué avec G de A par F convolué avec G de B. Et donc, c'est fermé sur la multiplication. OK? Donc, un peu beaucoup de variables qui pop, des affaires comme ça, mais ça réussit à nous conclure que c'est bel et bien un groupe, la convolution. OK? Puis là, genre, cool, on a un groupe. Fait que là, sur les fonctions multiplicatives, on est capable, oui. C'est pas comme de x égale. Merci. Il y a beaucoup de variables, je suis au tableau, je fais ce que je peux. Et donc, x, y, on est parti de là, puis on l'a splitté. Ça nous a pris plus qu'un tableau de temps, mais on l'a fait. Et finalement, on a réussi à prouver c'est multiplicatif. Et donc, on est fermé sur la convolution. Et donc, on a un groupe. Fait que là, on a une arithmétique de base. On est capable de prendre des fonctions multiplicatives, comme faire le ish produit qui est à convolution, donner une autre fonction multiplicative. Tu peux dire, c'est quoi l'inverse de ma fonction? Tu peux commencer à t'amuser un peu. OK. Ça, c'est quand même cool. Puis on est capable de faire leurs produits de LR, puis de les prendre, faire des produits, faire des affaires, faire des choses. Fait que là, on a deux vraiment sick outils là-dessus. Puis là, c'est le temps que je name drop quelqu'un d'autre qui arrive dans le domaine, qui est Mobius. OK, Mobius, le même gars de la bande de Mobius qui spin puis qui est pas orientable puis tout. Il est arrivé puis il a fait, écoutez boys, moi j'ai une fonction multiplicative sick. Puis là, je suis comme, OK, c'est quoi? J'ai effacé ça, parce qu'on a compris. OK. Mobius est arrivé puis il a fait « OK, j'ai une fonction multiplicative pour vous. » Puis comme j'ai déjà dit, une fonction multiplicative, on peut simplement la définir sur les puissances d'un nombre premier, parce que par multiplicativité, tu peux induire sur tout le reste. Donc, on a mu de P à la V. OK, ça va être égal. Mu, qu'on appelle la fonction mu de Mobius, parce que c'est mu puis c'est de Mobius. Ça va être égal à moins 1
si V égale à 0, si V égale à 1 et 0 sinon. Ok, je vais abandonner d'écrire sinon après 3 lettres, mais c'est pas grave. Si on regarde quelques nombres, ok, on va avoir, mettons, mu de 2, c'est égal à moins 1. Mu de 3, encore moins 1, parce que c'est un nombre premier à la 1. Mu de 4, c'est 2 à la 2. Puis vu que le V est plus grand que 1, ça va être égal à 0. Ok? Mu de 5, ça va être... okay. Mu de 5, ça va être moins 1 encore parce que c'est un nombre premier. Mu de 6, c'est là que ça commence à être intéressant parce que mu de 6 c'est 2 fois 3, fait que ça fait mu de 2, mu de 3, ça fait moins 1 fois moins 1, c'est égal à 1. OK? Et donc, on a comme une genre de fonction qui compte la parité de tes facteurs premiers. Donc, combien tu en as? Ça va être un plus s'il y en a un nombre pair, ça va être un moins s'il y a un nombre impair. Puis comme, dès qu'il y a un de tes facteurs premiers qui contient un carré, ça le shoot dehors, ça vaut 0, c'est fini. OK? C'est mort. Fait qu'on dit que ça... En fait, ce qu'on dit, c'est que c'est supporté sur les nombres square free ou sans carré en français. Mais comme, c'est ça. OK? Donc, on a cette fonction-là, puis on est comme, OK, pourquoi? Genre, Mobius, qu'est-ce que tu nous fais? Genre, pourquoi ça devrait être intéressant comme somme? Mais il s'avère que cette fonction-là, elle a une propriété qui est vraiment magique, OK? Qui va nous servir d'équivalent d'inverse dans la convolution, parce que l'inverse usuel est vraiment trop moche pour être travaillé. Fait que là, on a comme un ish inverse qui va sortir de cette fonction-là. OK? Donc, ce qu'il va faire, Mobius, c'est qu'il va prendre cette fonction-là, il va la convoluer avec 1. La fonction qui est égale à f de n égale à 1. OK? C'est ça? Oui, c'est ça qu'il fait. Donc, mu. OK? Ça, par définition, ça donne la somme des d divise n de mu de d fois 1. OK? Ça va? J'ai trop vite, ça va-tu? Yeah. OK. Donc, on a cette fonction-là, puis on essaie d'évaluer la somme, puis c'est là que la petite magie va sortir. OK? Puis on essaie d'évaluer la somme de cette histoire-là, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de termes où est-ce que D va contenir un facteur à la 2 ou quelque chose comme ça, et donc mu de D va valoir 0, puis que ça sert à rien de calculer ce terme-là, parce que comme sur ce terme-là, c'est égal à 0. OK? Fait qu'on va essayer d'enlever ces termes-là directement. Puis la façon de faire de ça, c'est que si on prend un nombre genre 36, où est-ce qu'on a 3 à la 2, 2 à la 2 fois 3 à la 2, OK? Puis on regarde tous les diviseurs de ce nombre-là, ben ça va être des puissances de 2 fois des puissances de 3, puis tous les jeux possibles. OK? Si tu veux éviter d'avoir tous les diviseurs qui comportent un carré dedans, ben tu fais ce qu'on appelle le radical d'un nombre. Fait que on va écrire rad de 36. OK? C'est la même chose, sauf qu'on enlève toutes les puissances. OK? Comme ça, si on fait cette histoire-là, ben on s'assure que tous les diviseurs contiennent pas de carré et que tout va bien se passer. Et donc, ce qu'on va remarquer, c'est que faire cette somme-là sur n ou sur le radical de n, ça donne exactement la même chose. OK? Et c'est ce qu'on va faire. Fait qu'on va le faire comme ça, puis on va juste noter le radical comme étant n majuscule. OK? Fait que ceci étant fait, maintenant on peut juste regarder, on va repopper là. OK, ça gardez-le en tête parce qu'il y a comme ça va revenir à un moment donné dans la présentation, sans faire trop de foreshadowing, mais je vais devoir l'effacer parce que ouais. C'est ça. Okay. Donc, on a ça ici. Mais là, n, OK, c'est égal à un produit de nombre premier, tous à la 1. OK, puis là, jusqu'à, mettons, PR, qui est son dernier. OK? Et chaque diviseur de n peut s'écrire comme sous la forme d'un vecteur
OK? Ou est-ce que ça dit si je le prends ou non? Fait que je mets comme mettons, je prends pas lui, je prends lui, je prends lui, puis je prends pas lui. Ben, mettons que j'ai D qui découle de ça, ben D, ça va être égal à P2 fois P3. Fois peut-être des affaires dans mon point que j'ai pas mis des 1 et des 0. OK? OK, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ben, ça nous donne une façon combinatoire de pouvoir compter combien il y a de chaque type de diviseur. Par exemple, si on veut compter combien, ben, on peut déjà savoir combien il y a de diviseurs d'un nombre radical. Ben, il y en a 2 à la R. OK? Déjà, ça, c'est cool. On a une petite indicatif parce que c'est l'ensemble des vecteurs que je pourrais générer. C'est comme 2 fois 2 fois 2 fois 2 R fois. Fait que là, c'est cool. On a un nombre. Mais aussi, on peut compter, mettons, combien il y a de diviseurs qui contiennent juste un facteur premier. Ben, il y en a R. Il y a combien de diviseurs qui ont 2 facteurs premiers? Ben, il y en a 2 choose R. Combien il y en a qui ont 3 choose R, etc. OK? Puis, quand je le compte comme ça, je sais, mettons, que pour 2 facteurs premiers, ben, mu vaut 1. Si je suis pour 3 facteurs premiers, mu vaut moins 1. OK? Et donc, cet argument combinatoire, ça nous permet d'exprimer la même somme comme étant égale à la somme des i égale à 1 jusqu'à jusqu'à R de i choose R moins 1 à la i. Est-ce que vous me suivez dans mon raisonnement? OK? Mais ça, si vous avez des flashbacks de maths discrète, cours que j'ai pas fait, mais c'est pas grave, vous allez vous rendre compte que ça, c'est la formule du binôme pour quelque chose. Genre, il y a trop une grosse vibe formule du binôme pour que ça soit bas. Puis ça donne que c'en est une. C'est le binôme 1 moins 1 à la R. Fait que c'est égal à 0. OK? Tout ça pour dire, hey, c'est juste comme 0 partout, cette histoire-là. J'ai juste pris pour acquis une seule chose dans tout ce que j'ai fait dans le raisonnement ici, c'est que je pouvais faire le radical d'un nombre. Mais ça donne que il y a un seul nombre qu'on peut pas faire un radical, c'est 1, parce que 1 n'a pas de facteur premier. OK? Et donc, ma formule, elle fonctionne pour tous les nombres qui sont pas 1. Puis si je plug 1 ici, ça me met 1 là, puis ça fait mu de 1. Et mu de 1, c'est 1 parce que toutes les fonctions multiplicatives, comme f de 1, ça va être 1 parce que tu veux faire comme, mettons, f de a, c'est égal à f de a fois 1, puis là, tu veux sortir le 1, fait que ça doit être 1. OK? Et donc, au final, quand on convolue ces deux trucs-là, ça va de n, ça nous donne, je vais effacer, ben je vais peut-être juste switch de tableau là-dessus. OK? Si tu prends ces deux fonctions, regarde avec moi. Donc, si je prends 1, puis je le convolue avec mu de n, OK, ça va être égal à 1 si n égale à 1, 0 sinon. OK? Et ça, c'est le neutre de mon groupe. Si on se rappelle bien, ça, c'est égal à delta de n. OK? Donc, l'inverse de la fonction 1, c'est mu. OK? Puis pourquoi c'est cool ça? Pourquoi ça a un intérêt? Pourquoi Mobius était hype là-dessus puis qu'il a mis son nom là-dessus pour qu'on le garde pendant comme des centaines d'années? C'est parce que ça te permet de faire comme en bonne vieille analyse où est-ce que tu as une fonction, puis là tu sais pas comment dealer avec. Mais là, il y a de la magie qui se passe, puis genre faire fois 1 divisé par 1, ça marche. OK? Ben, c'est la version théorie des nombres de ça, c'est comme ton fois 1. OK? Comme tu peux juste le plugger partout pour essayer de faire des affaires avec. OK? Donc, avec ça en tête, on peut, par exemple, revenir à la fonction phi de Euler dont je vous jasais tout à l'heure. OK? La fonction phi de Euler, rappelle, c'est égal au nombre de nombres copremiers en dessous de n. OK? Donc, phi de n, une façon de l'écrire, c'est égal à... Je vais même changer de couleur parce que je suis tanné de cette couleur-là. On va aller dans le orange. OK? Phi de n, c'est égal à la fonction... Si on prend, on va regarder les cas plus petits que n, tels que k et n, donc le PGCD de k et n est égal à 1,
de 1. OK? Par définition, ça compte le nombre de nombres copremiers en dessous de n. OK? Mais ça, on a un 1 ici, puis on a une formule qui comme caractérise 1. Okay? On peut juste la plugger. Fait que là, c'est égal à la somme des k plus petits que n, OK, de la somme des d divise le PJCD de k et n de 1, de mu de d. OK? Pourquoi ça c'est vrai? Ben parce que comme ça va tout le temps si ça c'est pas égal à 1, s'ils sont pas copremiers, ben la somme va valoir 0. OK? La somme va valoir 0. Et si sont copremiers, donc ça c'est égal à 1, ben ça va valoir 1, parce que c'est ça notre fonction d'inversion, et donc c'est équivalent à faire la même somme. OK? Donc là c'est comme un exemple assez prototypaire de qu'est-ce que tu peux faire avec la fonction mu. Est-ce que ça, c'est clair? OK. Mais là, on ne s'arrête pas là parce qu'on est en théorie des nombres, puis comme je l'ai dit, quand tu vois des sommes, tu as comme une profonde envie de juste tout swapper puis de regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est exactement ce que tu vas faire. Tu vas faire, OK, mais comme, au lieu de regarder ça, ben, OK, on va faire une première mention. Dire que tu divises le PGCD de deux nombres, c'est équivalent de dire que tu divises les deux nombres. OK? Comme, il y a une correspondance 1 à 1 avec les diviseurs qui divisent les deux nombres et les diviseurs qui divisent le PGCD. OK? En fait, c'est pas juste une correspondance 1 à 1, c'est les mêmes. OK? Donc, j'ai déjà ça. Là, je suis comme, OK. What if, au lieu de me promener, parce que là, n est fixé, k bouge, ici, d bouge, c'est un peu bizarre, cette somme-là. C'est toujours comme ça en théorie des nombres. Tu sais plus quel indice bouge plus. Fait que t'es là. Et là, tu dis, OK, ben, genre, on a juste à se promener, vu qu'on veut que D divise N, puis que N est fixé, on pourrait juste se promener directement sur les diviseurs de N et compter la somme. OK? Ce qui n'est pas bête à faire. Fait que c'est équivalent à dire la somme des D divise N. Là, je ne vais pas écrire n'importe quoi. Fait que j'ai regardé dans mes affaires parce que, genre, je parle, mais je fais plus ou moins le raisonnement dans ma tête au tableau parce que je vous parle. Fait que, attends. D divise N de blablabla. OK. Oui. OK. D divise N de mu de D fois la somme des tous les cas tels que D divise K, tous les cas plus petits que N tels que D divise K de 1. Okay? Ça revient à la même somme, c'est juste qu'on compte de l'autre côté. Okay? Si vous ne le voyez pas nécessairement, ben comme c'est le genre de truc qu'on fait tout le temps en théorie des nombres, puis comme tu te rends habitué, puis ça donne mal à la tête, mais comme à un moment donné, tu commences à feel les swaps de somme, mais c'est vrai, ok? C'est la même équation. Puis combien il y a, puis là t'es comme ok, cette somme-là, est-ce que je peux la régler? Ben combien il y a de k plus petit que n, tel que d divise k? Ben il y en a n sur d. Right? Fait que ça, tu peux résoudre ça en disant que c'est la somme des d divise n de mu de d fois n sur k. OK? Puis là, comme, pourquoi je fais tout ça? Ben, parce que ça, OK, qui est intéressant là-dedans, c'est de dire, OK, mais comme ça, en termes de convolution, on a déjà vu des genres d'expressions comme ça, fait que ça est égal à prochain swap de couleur. Ça va vouloir dire que phi de n, qu'on est en train d'évaluer, OK, c'est égal à ça, c'est quoi? C'est la convolution entre d et la fonction identité. Fait que ça va être égal à la fonction mu convoluée avec la fonction identité de n. OK? Et donc, donc là, on a ça, on a ramené ça dans le terme de nos groupes. On a vu comment, genre, la formule de Mobius de comme ça, OK, est utile. Puis comme, c'est tellement utile qu'on appelle ça la formule d'inversion de Mobius. Puis comme, c'est ça l'inverse de notre groupe. Comme, si on n'en parle pas trop, parce que c'est juste celle-là qu'on utilise, on ne dit jamais le vrai inverse. OK? Donc, on a calculé phi de n.
OK? Puis là, t'es comme, OK, ben, Julien, qu'est-ce que tu vis dans ta vie? C'est vraiment théorique, tes affaires, comme, à quoi ça sert, OK? Comme, si t'es un gars en théorie des nombres, tu vois ça, puis tu commences à te poser des questions. Tu fais de la théorie des nombres, tu te poses des questions, tu fais genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire après mon bac? Je vais faire de même. Mais aussi, tu te dis, écoute, j'ai une belle caractérisation de Youssef. OK. Oh non! Youssef, ta faute. Ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres craies bleues. En rescousse. OK? Tu peux te demander. C'était tout un signe, mais c'est pas très clair la crêpe bleue. C'est pas très clair la crêpe bleue? Parfait. J'ai. Merci, bon Carl. Est-ce que jaune, ça vous va? Ouais. Ouais. J'essaie de passer à travers comme. J'ai pas une couleur de crêpe, je trouve ça cool, fait que j'essaie de comme mix up mes couleurs de crêpe. Bref. OK? Fait que là, genre, là, on a passé avec plein d'outils théoriques, on a fait, OK, on a vu la convolution, on a vu la formule d'inversion de Mobius, on a vu le produit de Euler. Puis là, on est comme, OK, j'ai plein de beaux outils, mais comme, est-ce que je peux faire actually des choses avec ça? Fait qu'on a passé à travers les fonctions multiplicatives, c'est quoi? Ça vit quoi? C'est ça que ça visait. Puis on va valider avec le ça fait quoi? OK? Puis là, mettons que tu es quelqu'un qui, dans la vie, aime bien la fonction phi de Euler, parce que c'est celle qu'on travaille dessus en ce moment. Puis, mettons que tu es un algébriste ou quelque chose comme ça, qui travaille avec les groupes multiplicatifs modulo. Tu te demandes, écoute, si je te donne un grand N, puis je regarde le groupe ZNZ multiplicatif, il y a combien, c'est quoi l'ordre de ce groupe-là, OK? Ben là, tu peux le calculer en utilisant la multiplicativité, puis tout, mais comme, si c'est vraiment grand, c'est quand même chiant à calculer. Puis comme, moi, j'aimerais avoir une réponse que je peux te donner, genre, l'air, OK? Fait que ce qu'on va regarder, c'est, en moyenne, ça vaut quoi? Comme, mu de n, phi de n, OK? Fait que la question revient à se dire, bon, je sais que c'est, je vous avais dit que c'était une application, puis c'est un peu comme, j'ai la fonction mu, puis je regarde la moyenne. C'est le plus proche d'une application que je vais approcher aujourd'hui, donc vous allez vous faire avec ça, OK? Donc, on prend la somme de toutes les n plus petits qu'un certain x de phi de n, puis on divise ça par 1 sur x, puis ça, c'est la moyenne de phi de n. Right? Pour des fins de simplicité de calcul, j'ai enlevé le 1 sur x, puis on le remettra à la fin, parce que ça ne me tente pas de le traîner pendant comme mes 5 prochaines lignes, avant que ça finisse cette preuve-là. OK? Donc, on a cette fonction-là. Qu'est-ce que... ouais, OK? Oui. Mais là, on a une belle caractérisation de c'est quoi, phi de n. On a avec la convolution du truc du chose. Fait que ça, parce qu'on a dit plus tôt, OK? C'est égal à n plus petit égal à x de la somme, comment je l'ai écrit, la somme des AB égale à n de mu de n, mu de A, B. Right? Parce que on a ça, c'est une convolution. OK? C'est exactement comme ça qu'on écrit notre convolution de notre produit. OK? Et là, on va, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on est du monde en théorie des nombres, on voit des sommes, on est comme, je veux les switcher. Honnêtement, c'est ce qu'on fait à la longueur de journée, OK? Fait que là, dites pas ça au monde, comme ils sont vraiment en théorie des nombres, ça risque de les frustrer, mais comme... OK, bref. Mais comme en théorie des nombres élémentaires, c'est beaucoup de ça qu'on fait, OK? Fait que là, on se dit, OK, ben, si n est plus petit que x, puis que AB égale à n, ben, c'est comme se dire que, ben, A doit être plus petit que X. C'est pas haut, OK? C'est comme, on a ça. Fait que c'est comme la même chose que dire la somme des A plus petit que X, plus petit ou égal à X, de mu de A, parce que il peut sortir de l'autre somme, fois le produit de, là, il faut que je regarde, il faut B qui est plus petit que X sur A. OK? De B. OK?
C'est peut-être pas clair, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fixé A, puis pour chaque A, il va y avoir comme chaque B possible en dessous de ça et ça, parce que ça va donner le produit qui va donner un nombre qui est en dessous de N, donc on va avoir passé dessus dans la somme, puis comme... OK, un peu de combinatoire moche qui vous convainc que c'est vrai ce que je viens d'écrire. OK? Avec ça en tête, ben comme ça, cette somme-là, ici, on est capable de dealer avec ça. Parce que comme c'est la somme de Gauss, prochain name drop que j'ai fait ici. Gauss nous dit que la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4, je veux pas encore un autre, je veux comme toujours avec le moyen douzième, mais pas sans le faire pour vrai. Ça, on a une belle formule pour calculer ça, qui nous vient de Gauss, qui nous dit que, genre ça c'est des formules de, I guess, je sais pas si on voyait ça au secondaire, peut-être secondaire, sûrement cégep for sure, de dire que la somme de toutes les B plus petit ou égal à X sur A de B, ça va être égal à X sur A plus 1 par X sur A, je sais pas pourquoi j'ai mis des parenthèses, sur 2. OK? Somme de Gauss, un grand classique. En d'autres mots, c'est égal à X carré sur A carré, une demi, plus le reste. OK? Mais le reste, on est là, j'ai popé un peu de classique théorie des nombres analytiques. On s'en fout de tout ce qui n'est pas comme le terme dominant ici. Fait qu'on va dire plus O de petit. OK? Donc, plus une erreur de O plus quelque chose de petit. Je pourrais y aller avec plus de rigueur et tout, mais comme il me reste à peu près 8-9 minutes, fait qu'on va y aller avec O de petit. OK? Puis si vous n'avez jamais vu la notation O, vous pouvez vous dire que l'erreur, elle est O plus de petit. Mais c'est pas vraiment ça. Non. Vous savez ce que je veux dire. Comme, ceux qui savent c'est quoi O. Okay, mais comme l'erreur est petite, comme l'erreur, OK, elle est de l'ordre de genre X sur A. Fait que ça, c'est X sur A au carré. Fait qu'elle est linéaire par rapport à quadratique. Fait que c'est petit. OK? Fait que là, on revient ici. OK? Puis là, on est comme, OK, ben ça, c'est la somme de A plus petit que X de ce qui est là-bas. Mais là, comme on va regarder ça là. Quand j'ai remplacé ici, ben le X carré, le X carré sur 2, il peut sortir. OK? De mu de A sur A carré. Puis là, comme, même le terme d'erreur que j'ai dit qui était petit, même quand on le fait à travers toute la somme, il reste petit. OK? Faut me tracer là-dessus. Genre, fait que plus O de petit. OK? Petit ici, et c'est X log X. Si vous voulez savoir plus précisément, tu peux le calculer, tu peux faire tous les détails. Fait que, OK. Fait qu'on va oublier on va regarder le terme principal de cette histoire-là. OK? Là, je trouve cet exemple-là vraiment cool. Parce que comme cet exemple-là, on est passé de phi de n, on a utilisé la formule d'inversion de Mobius, on a utilisé la convolution, on a utilisé comme Gauss, on a tous les trucs qui rentrent ensemble, puis comme là, il existe comme un outil encore que je vous ai parlé aujourd'hui, qu'on n'a pas encore utilisé là-dedans. C'est le produit de Euler. Puis comme, il pop. OK? C'est magique. Fait qu'on peut regarder la somme des A plus petit égal à X de mu de A sur A carré. OK? Cette somme-là, elle converge. OK? Puis elle converge quand même vite. OK? Genre, ça, c'est comme, ça converge plus fort que juste 1 sur n carré. Fait que ça converge assez vite. Fait que ce qu'on va dire, puis là, encore là, c'est vraiment NWV, s'il vous plaît, comme, have some mercy. C'est égal à la somme de A dans tous les naturels de mu de A sur A carré plus quelque chose de vraiment petit. Genre, right? Parce que comme, dans le fond, c'est que j'ai additionné toute l'infinité de termes qui manquaient, puis je l'ai réenlevé. Puis comme, c'est petit ce que j'ai remis, puis j'ai réenlevé parce que la somme, elle convergeait, fait que ça tendait vers une constante. OK? Je sais qu'il y a un peu de hand wave, de comme erreur un peu partout, mais c'est pas grave, parce que comme, le résultat est sick, fait que, genre, suivez-moi. OK? Mais ça c'est une fonction multiplicative. Puis en fait, c'est la somme dans tous les naturels d'une fonction multiplicative. Fait qu'on peut en faire son produit de Euler, que je vous avais montré tout à l'heure. Fait que ça, ici, si on oublie, ça va être égal au produit de tous les nombres premiers
de 1 plus mu de P sur P carré plus mu de P carré sur P, sur P, P à la quelque chose. Là. Une autre affaire, plus ça continue. Okay, 4. Ouais, 4. Okay. Mais ça continue comme ça, mais comme on se rappelle que mu d'un nombre au premier, ça vaut 0 si le nombre premier est à la puissance que 1 est plus que 1. Fait que tous ces termes-là d'erreur que je me souvenais plus par cœur, c'était quoi? Ben comme ils sont tous 0. OK? Fait que là, c'est ici 1 plus. Puis là, mu de P, c'est un nombre premier, fait que mu de P, ça vaut moins 1. Fait que ça fait 1 sur P carré. OK? Fait que là, on a ce cool résultat-là. Mais comme, là, si je vous throwback à comme ce que j'ai effacé il y a 10 minutes, ça ressemble vraiment beaucoup à zeta, cette histoire-là. Comme zeta, c'est la même chose, mais comme zeta de S, c'était la même chose avec un S ici puis un moins 1 là. OK? Fait que comme, ça, c'est égal à 1 sur zeta de 2. OK? Fair? Fait que, OK, fait qu'on a ça, mais zeta de 2. Et là, c'est comme, je rename drop encore quelqu'un, mais comme c'est quelqu'un que j'ai déjà nommé, fait que c'est pas super. Euler, mais zeta de 2, c'est quoi? OK, zeta de 2, c'est 1 sur n carré, la somme de n éléments naturels. OK? Mais comme, ça, Euler, il y a une vraiment slick preuve que ça, c'est égal à pi carré sur 6. Right? On a ce fameux résultat-là. OK, fait que là, wow, on est parti de ça, on a dit que c'était une petite erreur plus pi carré sur 6. J'ai presque fini. Fait que quand tu reviens ici, tu arrives à, tu le plugues ça là, fait que ça donne x carré sur 2 de, là on arrive à 1 sur zeta de 2, fait que ça donne 6 sur pi carré, plus une erreur petite. OK? Puis ça, si on résout un peu, si on simplifie un peu, puis comme j'ai probablement m'arrêter là. Puis là, comme, juste avant que je finisse, je veux dire, c'est quand même étrange qu'on vient de faire là. Qui comme, combien il y a de classes de multiplication, comme, de classes de copremiers en dessous de x, puis il y a comme pi qui est sorti, qui est comme, il n'y a pas de cercle nulle part, mais on est comme pi. OK? Est-ce qu'il y a une interprétation géométrique? Bonne question. Si oui, elle doit être absolument dégueulasse, mais comme, peut-être. OK? Fait que là, on est arrivé à dire que la somme des phi de n plus petit ou égal à x, c'était égal à 3x carré sur pi carré plus une erreur, puis là je peux me mettre mon terme d'erreur que je vous disais, plus O de log x. Okay. Si on work out les détails, ça donne ça, le terme d'erreur. OK? Ce qui veut dire qu'en moyenne, si je remets mon 1 sur x ici, que je l'avais dit que j'avais enlevé, ben, on enlève le 2 là, on enlève le x là, ça nous dit que comme, en moyenne, phi de n, ça vaut 3n sur pi carré, ish. OK? Mais ça, c'est vraiment cool, parce que c'est comme, genre, le ish était quand même bien solide, parce que c'est comme, mais comme, si on regarde comment la moyenne se développe, ça grandit la moyenne à peu près comme une ligne droite, avec une ligne de 3 sur pi carré de pente. Puis comme, c'est vraiment arbitraire, c'est vraiment whack, mais ça nous montre que les outils qu'on a développés, soit la convolution, le produit de Euler, la formule d'inversion de Mobius, ils ont du juice, parce que tu es capable de sortir des belles formules comme ça, OK? Puis, moi, je trouve ça vraiment cool. Moi, pour vrai, j'aime ça. Je trouve ça comme un des résultats les plus élégants que j'ai vus de mon été. Fait que c'est... moi, je pense que je vais bientôt m'arrêter. Je vais pas avoir eu le temps de parler de crible parce que j'ai parlé vite, mais comme pas aussi vite que je pensais que j'aurais parlé trop vite pour arriver à parler de crible. Et donc, j'espère que ça vous a été un peu intéressé sur la théorie des fonctions multiplicatives parce que moi, je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est ça.